Bon, au départ, je faisais du théâtre. J'étais dans une troupe de théâtre où on faisait la création collective. Et petit à petit, j'ai commencé à faire la photo. Et par un hasard, je commençais à faire du cinéma avec des amis de Concordia, de l'université Concordia. Et après, je suis allé étudier à Algonquin College, à Ottawa, où j'ai fait 2 ans. Et après, je suis revenu et j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, à la télévision de Radio-Canada, dans les affaires publiques, comme assistant caméraman. Et après, bon, j'ai commencé à faire mes propres documentaires. Le film, la genèse de l'affaire Coca-Cola est relativement simple. La Colombie est malheureusement la capitale des assassinats du mouvement syndical. Dans les dernières 20 ans, il y a eu plus de 4000 syndicalistes assassinés. Si on pense que pour former un dirigeant syndical, ça prend en moyenne 10 ans, alors quand on multiplie 10 par 4000, je pense qu'on peut parler d'un génocide du monde syndical. Alors, quand j'ai constaté cette réalité, j'ai voulu savoir qui était derrière ces assassinats et qui étaient les principales victimes de cet génocide. Et on a vu que c'est surtout les professeurs, c'est le monde de l'éducation, qui était la première victime de cette violence contre les mouvements syndicaux en Colombie, syndical. Et ensuite, bon, c'était les mines, ensuite c'était les travailleurs agricoles, et à la fin, c'était aussi des compagnies nationales et multinationales qui, d'une façon ou d'une autre, alimentaient cette violence contre les mouvements syndicaux. Des compagnies minières, des pétroliers, des fruits, des bananes, des choses comme ça. Mais on a appris aussi que Coca-Cola était impliqué dans l'assassinat de 8 syndicalistes. Pour faire l'histoire courte, le cas de Coca-Cola était un très bon sujet parce que tout le monde connaît Coca-Cola. Les preuves dans lesquelles la compagnie avait négligé de protéger ses travailleurs était évidente. Et en plus, il y avait dans la cour de Miami un procès légalement établi dans lequel 2 avocats américains des États-Unis poursuivaient la compagnie. Alors tous ces éléments-là faisaient que c'était un bon sujet de film parce que juridiquement c'était très solide, l'information était disponible et troisièmement, Coca-Cola, on ne peut pas dire que Coca-Cola n'a pas les moyens de payer honorablement ses employés. Alors c'est comme ça qu'on a fait le film et puis on l'a fait surtout parce que même si vous vous appelez Coca-Cola, même si vous êtes une compagnie multinationale, il faut respecter les lois des travailleurs. L'expérience du tournage de Coca-Cola, ça a été assez intéressant et assez nouveau dans une certaine façon. Il faut que vous vous mettiez dans la peau du producteur dans lequel il vous donne de l'argent pour commencer les films, mais vous ne savez pas c'est quand que le film va finir. Parce que les procès que les avocats avaient aux États-Unis contre la compagnie Coca-Cola, c'est un procès qui avait commencé en 2003. Nous étions déjà en 2007. Et ça aurait pu continuer jusqu'à 2015, 2020. Les compagnies de tabac, par exemple, ils se sont arrangées pour étirer les procès pendant 25 ans. Bon, Coca-Cola aurait pu faire la même chose. Ce qui a joué à notre faveur, c'est qu'il y a eu une campagne des étudiants un petit peu partout aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique latine, pas seulement des étudiants, mais aussi des mouvements syndicaux et tout ça, dans lesquels ça a pris une grande ampleur au niveau de la publicité par rapport à ces assassinats. Et Coca-Cola a décidé de s'asseoir avec les syndicats et avec les avocats, puis trouver une entente hors cours. Et c'est ça qui a permis qu'on a eu un résultat alors
un résultat qui est dans les films, évidemment. Alors tout ça pour dire qu'on a tourné pendant 300, on a pris 150 vols aériens, ça a été très long, ça a été assez compliqué. Mais c'était passionnant, c'était très bien. Bah, ça s'est venu tout naturellement. Ça vient de mon école de théâtre, ça vient de mon passé comme acteur, ma sensibilité par rapport à la réalité. Je suis colombien au départ. Alors quand on est né en Colombie, sortir au coin de la rue et voir l'injustice, voir les difficultés des parents à donner à manger à ses enfants, la corruption, les enjeux politiques, les abus des militaires. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Ça fait que, non, depuis très très jeune, j'ai décidé de militer avec un métier qui pourrait me permettre de dénoncer. Je ne me considère pas comme un documentariste, je me considère plus comme un journaliste qui travaille avec du visuel, avec des images, et puis bon, surtout pas, je ne suis pas un documentariste politique ou... non, c'est un grand titre, ça. Là, en ce moment, je travaille sur un film sur la mer morte, à la frontière entre Israël, la Palestine et la Jordanie. C'est un film qui se veut écologique, car c'est écologique. Ce qui arrive, c'est que la rivière Jordan, qui alimente la mer morte, la rivière Jordan a été desséchée pour des raisons qu'on comprend. Pour faire de l'agriculture essentiellement, que ce soit les Israéliens et les Jordaniens. Alors, dans cette région-là, il n'y a pas d'eau. Alors, il ne s'agit pas de dire que les uns ou les autres prennent l'eau pour l'emmener dans une banque en Suisse, pour les mettre dans une banque en Suisse. Ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas d'eau et il faut prendre l'eau où elle est. Alors, la rivière Jordan a été asséchée et puis à cause de ça, la mer morte est en train de mourir. Alors c'est ça, on raconte l'histoire, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver. Essentiellement, il y a un problème de financement des documentaires. Et en plus, maintenant, avec le nouveau gouvernement de Harper, ça se complique davantage. Bon, tout le monde est au courant des coupures à Téléfilm, à l'Office national du film, etc. Mais il y a aussi un autre problème, qui est le problème de la diffusion. Et ça, on n'en parle pas assez. Nos documentaires ne sont pas assez montrés dans les grands canaux, dans les grandes chaînes de télévision. La distribution est très concentrée. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a le web, il y a Internet et tout ça, ce qui aide énormément. Mais le problème, essentiellement, c'est la diffusion. Je pense que si nos films seraient diffusés davantage, les publics les apprécieraient davantage et les gouvernements devraient financer les documentaires davantage. Alors on est comme une espèce de cercle vicieux dans lequel on n'a pas d'argent parce que le public ne voit pas nos films, mais le public ne voit pas nos films parce que nos films ne sont pas montrés, et etc., etc. Mais il faut dire aussi une chose, que les documentaires, la raison d'être d'un film documentaire, c'est de mettre un problème sur la table, c'est d'exposer une problématique. Et les gouvernements ou les gens, ils ne sont pas contents quand on expose des problèmes. Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi aussi on nous coupe un petit peu les pieds, pour ne pas dire autre chose. Ben voilà, je pense qu'un des exemples parfaits, c'est Cinéma Politica. C'est un canal pour lequel nos films peuvent être diffusés dans des milieux où justement c'est le public cible, c'est le public que nos documentaires cherchent. Parce que ce sont des gens qui sont curieux, qui sont avides d'apprendre, de voir,
Et puis c'est eux qui vont changer le monde après. C'est cette jeunesse-là, parce que le public du cinéma politique est très jeune. Et c'est à ce public-là qu'il faut s'adresser, car c'est eux qui vont diriger le monde de demain.